Bonsoir à toutes et à tous. On se retrouve pour une soirée spéciale, un cours spécial organisé par Midreshet Yehuda Manitou. Je laisse Béla dire quelques mots. Merci Johan, bonsoir à tous. Brigitte s'excuse de ne pas être parmi nous ce soir, mais elle a eu d'autres obligations qui l'empêchent d'être présente. Le sujet de ce soir est Manitou 26 ans après. Étant donné que j'ai fait partie des différentes équipes qui ont organisé plusieurs événements en l'hommage de Manitou, je pense qu'un petit rappel historique s'impose. D'abord, il y a 30 ans, en 1992, lorsque nous avons voulu rendre hommage à Manitou à l'occasion de ses 70 ans, il était évident que cette soirée sera en français. Donc, nous avons choisi le brillant journaliste Emmanuel Alperine pour la présentation et avons réuni près de 1000 personnes au théâtre de Jérusalem. D'ailleurs, je suis sûre que beaucoup d'entre vous étaient présents et se rappellent de cette soirée émouvante et mémorable. Il y a 6 ans, en 2016, lorsque nous avons voulu rendre hommage à Manitou à titre posthume, cette fois-ci, 20 ans après son décès, il était évident que la soirée devait être en hébreu. En hébreu, pour ceux qui ont choisi de redevenir hébreux, ainsi que pour les hébreux de naissance. C'est ainsi que nous avons choisi le talentueux linguiste Avshalom Kor pour la présentation. Ce fut une autre soirée émouvante et mémorable au théâtre de Jérusalem également. Cette année, lorsque nous avons voulu mentionner les 100 ans de la naissance de Manitou, il allait de soi que cette soirée était en hébreu. Elle fut présentée par la célèbre journaliste Sarah Beck, petite fille du Rav Razan. Le théâtre de Jérusalem est trop petit cette fois-ci. C'est pourquoi nous avons opté pour le Palais des Congrès, où nous avons réuni plus de 3000 personnes. Lors d'une interview, après la soirée de ses 70 ans, Manitou s'est exprimé en ces termes. Ce qui m'a frappé lorsque j'ai vu la salle, c'est le nombre de générations qui sont passées dans ces 70 ans de vie et la manière différente d'être membre de la même communauté. Qu'aurait dit Manitou aujourd'hui s'il avait vu ces 3000 personnes au Palais des Congrès, en majorité israéliens, qui sont venus lui rendre hommage alors que beaucoup d'entre eux ne l'ont pas connu? Quel est le phénomène qui fait que l'enseignement de Manitou prenne de plus en plus d'ampleur au cours de ces années? C'est un fait que Manitou traite de sujets d'actualité qui préoccupent la société israélienne. Mais ce résultat impressionnant a été possible grâce à la décision qu'ont prise Bambi, la femme de Manitou, ainsi que sa famille, lorsqu'ils ont décidé, après le décès de Manitou, de mettre son enseignement par écrit, essentiellement en hébreu, afin qu'il soit à la portée des hébraïsants. C'est ainsi qu'ils ont fondé la fondation Manitou, qui est Machon Meir en hébreu, que nous connaissons Manitou. tous. Tel que vous le savez, Manitou a très peu écrit. Il était un adepte de l'enseignement oral. Lors de cette même interview, à la suite de la soirée de ses 70 ans, Manitou a mis l'accent sur le miracle de la naissance de tous les enfants issus de mariages qu'il y avait eu entre ses propres élèves qui ont étudié dans les différentes structures qu'il a dirigées. Et il a ajouté, « J'espère qu'ils raconteront à leurs fils et aux fils de leurs fils ce qu'a été leur propre époque. Aujourd'hui, comment pouvons-nous raconter dans une langue étrangère à nos enfants et nos petits-enfants qui sont nés hébreux? Ce travail de transmission est assuré par la famille de Manitou, auquel se sont associés amis et volontaires qui travaillent avec acharnement pour permettre aux hébraïsants d'accéder à l'enseignement de Manitou en hébreu. L'un d'eux nous fait l'honneur d'être avec nous ce soir, Chaim Rothenberg, qui jusqu'à l'heure actuelle a publié 11 livres en hébreu sur la pensée de Manitou et il n'a pas encore dit son dernier mot. Chaim Bechavot. Bonsoir à tout le monde et merci pour cette introduction. Je pense que tu as très bien situé le phénomène, je dirais. Qui, il y a 10 ans, qui aurait pensé effectivement non seulement qu'il y ait des milliers de personnes qui viennent à cette soirée mémorable, mais qui aurait pensé qu'il y ait dans le pays des cercles d'études où on étudie très sérieusement la pensée de Manitou. Alors certains pourraient penser qu'il s'agit de francophones, mais il n'en est rien. Il s'agit pour la plupart de jeunes qui
arrivé à l'âge de 18-19 ans, et puis après, se rendre compte que finalement, un certain nombre de questions essentielles n'ont jamais vraiment reçu de réponse et même n'ont jamais été vraiment débattues dans le cadre de leurs études. Et je pense qu'on peut résumer toutes ces questions en deux questions essentielles. Qui suis-je et que veut-on de moi? Ces deux questions sont bien évidemment des questions identitaires et ce qu'ils découvrent, je dois dire pour la plupart à leur grand étonnement, c'est que ces questions-là sont au centre de l'enseignement que Manitou, il faudrait l'appeler le Rav Yehuda Léon Ashkenazi, pour faire plus de place à sa personnalité, que le Rav Yehuda Léon Ashkenazi a traité tout au long de sa vie, dans sa jeunesse déjà, et puis dans sa période française, et ensuite, bien évidemment, aussi dans sa période israélienne. Je pense que vous savez tous que ces deux questions, qui suis-je et que veut-on de moi, sont au centre de ce qu'on a l'habitude aujourd'hui d'appeler Torah Tatoladot, la Torah des engendrements de Manitou. Avant de décrire en quelques mots le contenu de cette Torah-là et pourquoi, à mon sens, elle est si actuelle aujourd'hui, je voudrais rappeler un enseignement fondamental qu'il avait l'habitude de donner quand il parlait de l'histoire ou des grandes époques, des grandes étapes de ce qu'on appelle la Kabbalah, en gros. Il avait l'habitude de mentionner 5 étapes et de les mettre en parallèle avec le développement de ce qu'on appelle la pensée, principalement dans la société occidentale, parce que c'est là où les Juifs ont principalement vécu, que ce soit dans la société occidentale du type chrétien ou dans la société occidentale du type musulman. Il avait l'habitude donc de mentionner 5 étapes. La première étape est bien évidemment l'étape de la prophétie, avec comme parallèle l'étape de ce qu'on appelle aujourd'hui en culture générale la mythologie. Cette étape s'est terminée bien évidemment après la destruction du premier temple. La prophétie s'est arrêtée et c'est le temps de passage, comme Manitou l'a enseigné, le temps de passage de l'hébraïsme au judaïsme. Les Juifs étant ceux qui ont décidé de rester fidèles au contenu véhiculé par la prophétie hébraïque qui avait cessé entre-temps. La deuxième étape correspond grosso modo à ce que nous appelons ce qu'on appelle aujourd'hui la période de Chazal, de nos maîtres, les maîtres de la Mishnah puis de la Gemara, mais aussi les maîtres de l'enseignement du Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai, pour ne citer qu'un nom. C'est une deuxième étape. En parallèle à cette deuxième étape, eh bien, on pourrait mentionner ce qu'on appelle aujourd'hui la mystique, de manière très générale, sans rentrer dans les détails. La troisième étape, et là on a fait un bond de plusieurs centaines d'années en avant, la troisième étape qu'il est mentionnée, c'était l'époque au Moyen-Âge de ce qu'on appelle la Kabbalah espagnole, sfaradite. Avec, je citerai juste 2 ou 3 grands noms pour situer les choses. Rabbi Yosef Djikatilia, l'auteur du Sha'arei Ora que Manitou a enseigné pendant des années. Rabbi Meir Ibn Gabbai. Et puis, surtout, à la fin de cette époque-là, Rabbi Moshe Cordovero, avec le Pardes Rimonim et bien d'autres livres.
qui récapitule toute cette période. Dans la culture générale, en parallèle à cette période, eh bien, ce qu'on appelle la pensée philosophique scolastique et tous les grands noms, que ce soit dans le monde musulman ou dans le monde chrétien, qui y ont participé. Quatrième étape, après l'enseignement du Hari, évidemment, qui est mis à part dans cette classification, un grand changement qui s'opère dans la société occidentale, commence à la Renaissance, mais qui va prendre tout son essor avec la philosophie des Lumières en France, la période de la Aufklärung en Allemagne, qui va nous faire amener un basculement dans l'ordre des choses, puisque jusqu'à présent, on s'occupait principalement de philosophie, mais c'était une philosophie plus ou moins religieuse et surtout de théologie. Et là, pour la première fois, on va mettre l'homme au centre des choses et non plus Dieu. Et quand on met l'homme au centre des choses, eh bien, de manière tout à fait naturelle, on se pose la question de qu'est-ce que c'est que cet animal qui s'appelle l'homme. Et donc, on va avoir le développement à partir du fin du XVIe siècle, c'est le XVIIe, XVIIIe surtout, on va avoir le développement de ce qu'on appelle aujourd'hui la psychologie. À l'époque, on n'appelait pas ça la psychologie. En hébreu, on appelle ça Torah Nefesh. Et évidemment, cela suscite de nouvelles interrogations, de nouvelles questions. Et Manitou signalait que dans le monde juif, la formulation des réponses principalement venait de ce qu'on appelait la Chassidut, et donc le Baal Shem Tov et tous ses élèves après. Ça, c'était donc la nouvelle époque. Et puis on arrive à la cinquième. La cinquième, c'est le 19e siècle, dans sa deuxième moitié, puis le début du 20e siècle, où là, la préoccupation principale passe de l'homme en tant qu'homme, en tant que personne, en tant que sujet qu'il faut étudier du point de vue psychologique. On met l'accent maintenant sur les groupements des hommes, donc sur ce qu'on va appeler dans les sciences humaines à l'université, c'est d'ailleurs une nouvelle discipline, ce qu'on va appeler la sociologie. Et sociologie qui, évidemment, s'accompagne, comme vous le savez tous, au XIXe siècle, des questions du nationalisme, des minorités en Europe, etc. etc. Et Manitou a dit à de très nombreuses reprises que celui qui avait le mieux formulé la réponse du monde juif à ces interrogations, c'était évidemment le Rav Kook, le Rav Yitzhak Cohen Kook, qui a été le premier grand rabbin ashkénaze du Yishuv qui commençait à être établi, puisque la date de son alia est de 1904. Et il est décédé en 1935. Et puis Manitou s'arrêtait là. Alors je vais me permettre, ce que je me suis déjà permis un certain nombre de fois, et que peut-être vous avez déjà entendu, de caractériser une sixième époque qui commence après la guerre et que je vais appeler l'époque anthropologique. Et pas simplement l'époque anthropologique dans son sens général, mais dans le sens que l'école française d'anthropologie d'après-guerre a donné à ce mot anthropologie, comme étant la science qui s'occupait de ce qu'on appelait l'homme. Une espèce de science qui devait avoir des sous-disciplines très variées, en réalité toutes les disciplines appartenant à ce qu'on appelle les sciences humaines, que ça soit la psychologie, la sociologie, l'ethnologie, la philosophie, la psychologie, l'histoire, etc., etc. Et le pourquoi du besoin de cette occupation, eh bien, c'est tout simplement ce qui s'était passé à partir de la Première Guerre mondiale, mais surtout avec la Deuxième Guerre mondiale, avec les deux faits centraux que Manitou aimait à rappeler, hein, Auschwitz d'un côté, Hiroshima de l'autre, et ce qui fait que finalement, la société occidentale commençait à s'intéresser sur sa propre identité, de savoir, mais c'est quoi
cet homme, excusez-moi, cet homme, comment on pourrait le définir, comment on pourrait l'appréhender, et on s'est aperçu qu'on ne pouvait plus se suffire d'approches partielles, que ce soit l'approche sociologique, l'approche psychologique, etc., et qu'il fallait une espèce de science qui serve de réceptacle à toutes ces connaissances, à toutes ces méthodes d'analyse, et de les développer. Et c'est effectivement ce qu'ont fait les anthropologues français. Je rappellerai deux personnes qui ont joué un rôle très important de ce point de vue-là chez Manitou, évidemment Claude Lévi-Strauss, mais certainement beaucoup plus le père Marcel Jousse. Peu de personnes le connaissent aujourd'hui, mais il a joué un rôle très important dans la réflexion de Manitou. Et mon argument est le suivant, eh bien, la réponse juive à toutes ces interrogations qui caractérisent pratiquement toute la pensée occidentale d'après-guerre, immédiate d'après-guerre. Peu importe à quel courant de pensée on adhère, que ce soit la pensée marxiste, que ce soit la pensée existentialiste, que ce soit la pensée structuraliste, que ce soit la pensée de Heidegger, que ce soit celle de Bergson, etc., peu importe. Tout le monde parle de la même chose. Qu'est-ce que ça veut dire être homme? Qui suis-je? Et quel est le sens de la vie, bien évidemment? Eh bien, mon argument est que la réponse juive se trouve chez Manitou. Puisque c'est lui, je ne veux pas dire que c'est le seul, mais c'est pratiquement le seul à ma connaissance, qui aussitôt a compris que cette question deviendra, est devenue déjà en fait, l'interrogation principale de toute une jeunesse qu'il rencontre après la guerre, même pendant la guerre en réalité, qui se pose cette question-là, qu'elle soit juive ou non juive d'ailleurs. La question de qui suis-je en tant qu'homme précède évidemment la question de qui suis-je en tant que juif, mais elle devient la question centrale, et finalement la question dont va s'occuper le Rav Ashkenazi pendant toute sa vie. Et pour pouvoir formuler une réponse juive à cette question-là, dans un premier temps, et puis une réponse hébreu dans un deuxième temps, à partir du milieu des années 50, eh bien, il va devoir d'abord faire un travail extraordinaire pour forger un langage, une langue qui lui permette de faire passer tous les contenus traditionnels qu'il a reçus, que ce soit qu'il a reçu de ses maîtres, qui l'ont enseigné en judéo-arabe, en français pour son père en partie. Comment réussir à faire passer toute cette tradition orale à toute cette génération qui en réalité a été coupée pour des raisons parfois très diverses, mais qui a été coupée de ses racines et finalement qui ne peut pas communiquer avec les grands-parents parce qu'ils ne parlent pas la même langue, parce que les contextes historiques et culturels sont complètement différents. Et cette recherche que Manitou va faire va l'occuper un certain temps. C'est par cette recherche-là qu'il découvrira cette école d'anthropologie française. Et à cette école-là, il va découvrir un langage, une langue qui va lui permettre, après adaptation bien évidemment, qui va lui permettre de formuler pour son époque toute cette tradition qu'il avait reçue. C'est le premier point et important. Et là, on doit dire qu'il y a ce qui s'est dévoilé, c'est un génie pédagogique de sa part, puisque très tôt, il a compris deux choses fondamentales. Et ces deux choses fondamentales, finalement, se redécouvrent aujourd'hui en Israël. La première, c'est que les grandes références qui sont objets d'étude, par exemple en Israël aujourd'hui, le Rav Kook d'un côté, le Rav Soloveitchik de l'autre, je schématise beaucoup, finalement, ne correspondent pas, ou ne correspondent plus aux préoccupations actuelles de ces jeunes.
Euh, D'abord pour une raison objective, qui est que, en tous les cas pour le Rav Kook, et surtout de la manière dont on le présente généralement, dont on présente son enseignement, d'une manière objective, puisque le Rav Kook, comme je vous l'ai dit, est décédé en 1935, donc il n'a pas connu le temps de la Deuxième Guerre mondiale. Et il est extrêmement difficile, comme Manitou d'ailleurs le disait lui-même, de se référer sans évidemment expliquer longuement les choses, mais d'une certaine manière, il est extrêmement difficile de se référer à un enseignement qui objectivement, ne prend pas en compte et ne peut pas prendre en compte des événements centraux, même s'il en a prévu certains, et même s'il les a espérés, par exemple la création de l'État en 1948. Mais quand on ne vit pas les choses, quand on n'est pas confronté à une nouvelle réalité, eh bien c'est extrêmement difficile pour un jeune de se référer à ces enseignements-là, même si, et c'est une grande leçon aussi que Manitou nous a enseigné, et quand il nous a appris, dans chaque commentaire, que ce soit déjà des commentaires très anciens, à rechercher de manière systématique les grandes clés qui, elles, sont au-dessus du temps et qui, de toute génération, peuvent nous permettre de comprendre de ce que la Torah veut nous dire, hein, mais surtout de nous faire comprendre que la Torah n'est pas objet d'études historiques ou archéologiques ou philologiques ou linguistiques ou je ne sais quoi, mais qu'elle est notre, comme disait Manitou, notre carte d'identité, notre charte d'identité. Et c'est finalement cela que les jeunes Israéliens découvrent. Ils découvrent à travers son enseignement que la Torah n'est pas un texte qu'il faut étudier avec des systèmes littéraires, philologiques, comme je l'ai dit, historiques, archéologiques, etc., mais qu'on nous parle de nous. On ne nous parle pas de nos ancêtres, on nous parle de nous. Et Manitou avait l'habitude, je le rappelle, de citer un mot qu'il avait entendu de son maître Jacob Gordin, Zichrono Livracha, qui lui avait dit « La Torah est le meilleur roman policier jamais écrit ». Et Manitou lui dit « Mais pourquoi ?» Et Jacob Gordin lui dit « Eh bien parce que c'est toi qui vas écrire le prochain chapitre. C'est toi qui es le détective qui doit résoudre le problème. » Et quel est le problème? Eh bien le problème, c'est le problème moral. C'est le problème que finalement aucune société humaine n'a jamais réussi à résoudre vraiment, dont l'archétype nous est donné à travers l'histoire de Caïn et Abel, déjà au 4e chapitre de la Torah, qui est l'histoire de la fraternité impossible. Et cette remarque-là de Jacob Gordin avait énormément frappé Manitou, et c'est ce qu'il expliquait à son tour. Mon rôle, parce que son rôle, il ne se voyait pas en tant que rabbin, comme dans le sens traditionnel, comme on peut le voir entre quatre murs, en attendant que ses fidèles arrivent à la synagogue. Bien au contraire, il allait les chercher à la bouche du métro à Paris, comme il aimait à le rappeler quand il sortait des cours de la Sorbonne. Mais son rôle à lui, c'est un rôle d'éducateur. Et un éducateur doit d'abord comprendre son époque et ensuite trouver une méthode qui fait que les gens vivant à son époque vont effectivement réussir à comprendre que la tradition, cet enseignement qu'il veut leur faire passer, eh bien, ce n'est pas quelque chose d'extérieur, mais c'est d'eux-mêmes dont il est question. Et d'eux-mêmes, comme on dit en hébreu, tarte mashma. Vraiment, c'est pas une figure de style de dire que la Torah, c'est notre charte d'identité. C'est effectivement notre histoire au présent. C'est nous au présent. Et c'est bien nous qui écrivons ou qui devons écrire le prochain chapitre. C'est une clé fondamentale et cette méthode est unique. Il faut bien s'en rendre compte. Et les jeunes Israéliens qui sont mis en face de cette méthode-là ouvrent des grands yeux. Pour la première fois, on ne leur parle pas de la Torah comme une espèce comme j'ai dit, une espèce de découverte archéologique d'il y a 3500 ans et plus.
on leur parle d'eux-mêmes, on les confronte à leurs problèmes, à ce qu'eux devront faire. Et pour eux, c'est une découverte immense. Et c'est un des points fondamentaux aujourd'hui je ne veux pas parler d'enthousiasme, parce que c'est pas de ça dont il est question, mais c'est cette découverte surprenante pour eux tiens, finalement, il y a quelqu'un qui nous parle de nous. Et qui nous parle de nous aujourd'hui, pas qui nous parle de nous en nous disant « bon, il faut être comme nos ancêtres étaient il y a 200 ou 300 ans ». Ça ne les intéresse pas. Ce qu'ils veulent savoir, c'est qu'est-ce qu'on fait de nous aujourd'hui, nous, comme on est. Et donc cette découverte-là est assez exceptionnelle. Et comme je l'ai dit il y a quelques minutes, si quelqu'un, il y a 10 ans ou 15 ans, aurait dit ben, « c'est évident, ça va se passer comme ça », et finalement, ils vont le découvrir eux-mêmes, je pense qu'on lui aurait dit « tu es un doux rêveur ». Un doux rêveur. Donc, il faut bien se rendre compte de cette chose-là. Le deuxième point important, c'est qu'effectivement, Manitou nous donne des clés pour comprendre l'histoire. L'histoire dans le sens de l'histoire d'après la Torah. Et d'ailleurs, je tiens à signaler à ce propos-là que les titres des 2 premiers cours que Manitou donnait, les principaux, alors c'est déjà dans la fin des années 40, début des années 50, n'étaient pas fortuits. Un s'appelait l'anthropologie morale d'après la Torah, d'après Bereshit, et le deuxième s'appelait historiosophie morale. Alors, le premier, anthropologie morale, je pense que vous commencez à comprendre. Anthropologie, donc, question de recherche d'identité. Morale, pourquoi? Parce que la clé essentielle, c'est effectivement la question de la moralité, principalement à mettre en relief par rapport à la Deuxième Guerre mondiale et toutes les horreurs qui ont été connues à ce moment-là. Mais le deuxième cours qu'il donne s'appelle historiosophie morale. Historiosophie, c'est un mot qui n'est pas français, puisque c'est un mot que Jacob Gordin a pris de l'allemand, mais le sens en est très clair, le sens de l'histoire. Et le sens de l'histoire, ça veut dire Israël par rapport à l'universel humain, ça veut dire Israël par rapport à lui-même, ça veut dire, et Manitou, ça c'est ce qu'il y rajoute, c'est l'hébreu par rapport aux juifs, puisque Manitou forge une idée, encore une fois, qu'il faut bien comprendre, quand il parle de mutation d'identité. Alors, parler d'une mutation d'identité, c'est un peu un non-sens, puisque l'identité, c'est quelque chose qui est censé être permanent, mais Manitou dit pas du tout, il y a des mutations dans l'identité. Une des mutations principales, c'est cette mutation-là, hébreu-juif, et puis maintenant, on est dans la phase, une nouvelle phase, juif qui redevient hébreu. Ça se traduit évidemment aussi par un engagement au niveau personnel. Oui, le juif qui redevient hébreu, ça veut dire le juif qui quitte la galoute pour redevenir hébreu en Israël. Et quand la question est posée à Manitou par une journaliste dans les années 80, quelle est votre plus grande satisfaction et quelle est votre plus grande déception? Eh bien, elle répond sans hésiter, ma plus grande satisfaction, ce sont mes élèves qui sont venus en Israël, et ma plus grande déception, ce sont ceux qui ne sont pas venus parce qu'ils n'ont rien compris à ce que j'ai dit. Voilà, donc pour lui, c'était quelque chose de fondamental. Ce retour à l'hébraïsme est quelque chose de fondamental. Il faut aussi signaler, évidemment, que quand on posait la question, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour toi le retour à l'hébraïsme? Eh bien, il avait cette réponse en souriant. C'est à mes petits-enfants que vous devez poser la question. Moi, je suis la génération de passage, la génération qui sort de l'exil pour rentrer en Israël. Moi, ce que je fais, ma tâche historique, c'est ça. Et c'est pour ça que bien après ça il y a en 68, après la guerre des 6 jours, eh bien, il a passé son temps à retourner dans les différentes communautés francophones, non pas toujours de la France, mais il a visité bien évidemment et la Belgique et la Suisse et le Canada et le Maroc et l'Italie et bien des endroits pour justement s'occuper, comme il le disait lui-même, j'ai laissé certains de mes petits juifs là-bas, il faut que je les ramène. Donc il disait, c'est ça moi, mon rôle au niveau historique. Mes petits-enfants, eux,
devront trouver assumer leur propre rôle dans ce passage à maintenant on construit notre société en Israël. Cette société-là doit être basée sur un certain nombre de principes, évidemment de justice sociale, de moralité. Elle a aussi à se confronter, bien évidemment, avec des ennemis extérieurs, mais c'est leur tâche à eux. Et moi, je peux leur donner des clés pour qu'ils puissent avancer dans cette tâche-là. Et effectivement, une partie de son enseignement, ce sont ces clés-là qu'il transmet dans un langage que la nouvelle génération peut comprendre. Et c'est ce que je vois personnellement dans ces rencontres avec ces jeunes-là. Quand ils posent cette question-là, c'est exactement la réponse que je leur fais. Et quand je leur dis, mais c'est à vous, il n'y a pas d'inventer cette nouvelle étape. Il n'y a pas de recette, il n'y a que des clés. Eh bien, ils ouvrent des grands yeux en disant, ah, mais tu es le premier à nous dire ça. Jusqu'à présent, on nous a dit, c'est comme ça qu'il faut faire. Et là, j'arrive à un point qui est, à mon sens, très important, c'est la question de la responsabilisation des élèves chez Manitou. On a trop tendance aujourd'hui. On a trop tendance aujourd'hui à se confronter à faire en sorte que ce jeune, l'élève en question, des moins jeunes aussi d'ailleurs, finalement, on lui dit, voilà, tu fais ça, tu fais ceci, nos ancêtres ont fait ceci, ont fait cela, bon, très bien, on fait la même chose et il n'y a pas de question à se poser. Ça ne marche plus du tout. Le Rav Kook lui-même, d'ailleurs, avait déjà dit en son temps que tout ça, ça pouvait plus marcher, on n'était plus dans des temps où on n'avait pas le choix. Tous les Juifs vivaient entre eux, donc manger cachère, c'était évident, puisqu'il n'y avait pas d'autre solution. Shabbat, c'était évident, puisqu'il n'y avait pas d'autre solution. Depuis le début du 19e siècle, de manière progressive, les Juifs sont sortis de ces cadres-là de vie, de ces cadres de vie imposés, et maintenant ils ont le choix. Alors quand ils ont le choix, évidemment, tout est remis en question, et le Rav Kook déjà disait, ils ont parfaitement raison de remettre en question, mais il faut leur donner des réponses. Les réponses du Rav Kook en son temps étaient des réponses, mais comme les temps ont changé, eh bien, il faut de nouvelles réponses. Et quand on dit de nouvelles réponses, il faut un peu ici nuancer les choses, parce qu'en français, quand on entend le mot de nouvelle, on veut dire quelque chose qui n'existait pas avant. Ce n'est pas du tout de ça dont parle Manitou. Manitou parle de chidouche, de renouvellement de sens, de renouvellement des réponses. Et il appelle à ce qu'on appelle en hébreu Amal Batorah, c'est-à-dire le travail que les sages de la Torah doivent faire face à la réalité qui change sans arrêt, en se servant des clés qu'ils ont reçues eux-mêmes de leur maître, c'est de confronter ces clés-là à la nouvelle réalité, non pas pour changer les clés sont intemporelles, puisque ce sont les fondements de la Torah, mais pour se confronter vraiment et apporter des vraies réponses et des vraies solutions. Alors, ça se fait évidemment au niveau, par exemple, de la technologie, de manière assez évidente aujourd'hui, mais ce dont parlait Manitou, ce n'est pas simplement au niveau des questions de technologie, il faut aussi se confronter aux questions historiques, sociologiques, de renouvellement, de reconstruction d'une société qui, pendant près de 2000 ans, a vécu à l'indexation des sociétés non juives. Et bien maintenant, nous avons une société hébraïque, et bien il faut la refonder sur des principes, sur ces clés, mais il faut que cette refondation soit le résultat de ce travail de Amal Batorah. Et c'est là qu'il appelait aussi à la responsabilisation des élèves. On ne leur dit pas, tu fais comme si, et il n'y a pas à discuter, mais il faut leur enseigner de telle manière qu'en fin de compte, ils soient indépendants. Indépendants, ça ne veut pas dire qu'ils ne reconnaissent pas l'autorité de leur maître, mais ils soient indépendants dans le sens de
je n'ai pas peur de prendre mes responsabilités et de dire que la règle maintenant sera comme ça. Je pense que c'est un point très, très important. Et juste pour compléter ce point-là, Manitou avait l'habitude d'enseigner cela sur la Mishnah du Pirkei Avot qui dit « Et midou talmidi marbé », qu'on traduit généralement « faites de très nombreux élèves ». Et Manitou disait « c'est pas ça le sens profond des choses ». Et midou talmidi marbé, vous devez les faire en sorte qu'ils tiennent sur leurs jambes par eux-mêmes. Et midou, il faut les hamidotam. Voilà, donc c'est un point, je pense, qu'il est important de souligner. Dernier point que je voudrais souligner avant de vous laisser la parole, c'est, je reviens aux deux questions fondamentales. Qui suis-je en tant qu'homme et en tant que juif et hébreu? Et qu'est-ce qu'on veut de moi? Et je pense qu'il y a là, au niveau, dans la deuxième question, qu'est-ce qu'on veut de moi? Il y a là un problème très, très, comment dire ça, très délicat à aborder. Parce que pendant tout le temps de la galoute, finalement, qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce que c'est un juif? Eh bien, un juif, c'est celui qui mange kasher, qui fait Shabbat, qui met les tefilines, qui va à la Beth Knesset, qui respecte la Taharat HaMishpacha, la pureté familiale, etc., etc. C'est-à-dire, un juif est défini par son comportement. Et ceux qui ont cessé de ces pratiques-là, eh bien, finalement, au bout d'un certain temps, que ce soit eux ou leurs enfants ou petits-enfants, ont quitté la communauté. C'est un fait sociologique évident, indiscutable. Mais aujourd'hui, cette approche-là, disait Manitou, devient problématique. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, pendant tout le temps de l'exil, au moins jusqu'à l'émancipation, 17e, 18e siècle, 18e plutôt, 18e, 19e, disons, pendant tout le temps où le juif était finalement ou contraint de vivre d'une certaine manière, ou alors il quittait complètement la communauté juive. Entre-temps sont apparues des définitions très diverses de ce qu'on appelle en français la judaïté. Vous avez une option qui est une option religieuse. Le juif, c'est le religieux. Vous avez le juif, c'est le national, disons le sioniste, le national. Et puis vous avez le juif, c'est un fait de culture. Trois perspectives complètement différentes. Et là aussi, Manitou nous a transmis, je pense, un enseignement très important. Ces discussions-là, disait-il, sont finalement obsolètes. Elles sont vraies sociologiquement, quand on fait une analyse sociologique historique des choses, c'est effectivement autour de ces trois axes-là qu'aujourd'hui, on a l'habitude de débattre des questions d'identité, que ce soit en Israël ou dans la communauté juive en général. Et d'ailleurs, les organisations juives, rappelait-il, se polarisent chacune sur un de ces axes-là. Il disait, mais il faut complètement dépasser tout ça. C'est un fait sociologique, mais il faut le dépasser, parce que ce que nous voulons, nous, c'est l'unité du peuple. Or, là, nous avons un problème. En anglais, on dirait un challenge à résoudre. C'est que ce peuple-là est un peuple très bizarre. Il est constitué de tribus. Et il y a une espèce d'antinomie entre le fait de parler d'un côté d'un peuple, une collectivité, et de l'autre de parler de tribus. Parce que la manière d'être Israël de Réhouven, ce n'est pas la manière d'être Israël de Shimon, qui n'est pas la manière d'être Israël de Lévi. Or, durant tout le temps de la galoute, disait-il, et rappelait-il, nous n'avons connu qu'une manière d'être juif. C'était la manière de Lévi. Ça nous a sauvés d'ailleurs. Mais une fois revenus en Israël, qu'est-ce qui va se passer? Si on ne fait pas un travail, et ça fait partie de ce que j'ai rappelé il y a quelques minutes, ce travail de Amal Batora,
si on ne fait pas un travail d'unification au niveau des différentes tribus, tout en respectant les différences entre les différentes tribus, eh bien finalement, on va aller vers un éclatement. Donc il y a là une nécessité, d'un côté, laisser la place à chaque tribu, à chaque manière d'être Israël, et d'un autre côté, trouver ce que chez les scouts et les EI, on a l'habitude d'appeler le minimum commun, mais là, ce n'est pas le minimum commun, là, c'est le dénominateur commun qui fait que tout le monde est Israël. Et c'est pourquoi Manitou disait la chose suivante. Il faut faire la distinction entre deux aspects de ce qu'on a l'habitude d'appeler la pratique religieuse, entre guillemets. Il y a d'un côté les principes qui doivent engager tout le monde, ce qu'on appelle Ikarei Emuna, ce qu'on appelle Emunot Vedeot. Elles sont communes à tout Israël. C'est tout Israël qui dit Shema Israël Hashem Eloheinu Hashem Echad. Mais il y a ensuite les pratiques. Et au niveau des pratiques, il y a des minagim. Il y a des différences entre les différentes tribus. Et il n'y a aucune raison pour qu'une tribu vienne dire à l'autre, tu dois faire comme moi et ne continue pas à faire comme tu avais l'habitude de faire. Et c'est pourquoi Manitou, par exemple, était opposé de manière plus que virulente à la volonté dans le monde séfarade d'unifier tout le monde séfarade. D'ailleurs, il rappelait que le minag séfarade, c'était en réalité le minag d'Afrique du Nord. Et certainement pas le minag des Juifs qui venaient d'Irak et de Babel. Et donc, ces mêmes Juifs ne pouvaient pas venir dire à des Juifs qui avaient vécu au Maroc pendant des centaines d'années et leur dire, eh bien, à partir de demain, vous oubliez vos coutumes et vous faites comme moi je vous le dis. Donc, à Rosh Chodesh, vous ne direz plus avant le Hallel la bracha. Ce n'est pas de l'unification. C'est autre chose. C'est vouloir uniformiser. Ce n'est pas du tout la même chose. Et dans cette volonté d'uniformisation, il y a un non-respect de la manière différente d'être Israël. Et comme évidemment, il avait bien conscience que ce qu'il était en train de dire, c'était dangereux. Dangereux dans le sens de... on n'est qu'au début du processus et on ne sait pas encore exactement comment ça va se développer. Mais au niveau du principe, le principe qu'il voulait faire passer, c'est que, d'un côté, il fallait, quand on revient, tout garder. Chacun devait garder ses propres coutumes, bien évidemment, mais qu'il fallait travailler dans un sens où, un jour, eh bien, on aurait, au niveau des principes, cette unification-là. Donc, il appelait en réalité à un travail très profond. Je ne veux pas dire de reformulation de la halakha, il n'est pas question de ça du tout, puisque, comme vous le savez tous, même s'il se définissait de manière humoristique comme un juif traditionnaliste, en réalité, il était parfaitement un juif orthodoxe. Donc, son propos n'est pas de venir, il faut une nouvelle halakha, mais il faut une reformulation, un chidouche, un renouvellement de sens, tel que, finalement, chaque tribu d'Israël va pouvoir vivre en tant qu'Israël pleinement le fait qu'elle est telle autre tribu et non pas une autre. Et encore une fois, quand on le poussait un peu plus dans ses retranchements et qu'on lui posait la question, mais pratiquement, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, il avait cette réponse, c'est pas de notre temps que nous verrons la concrétisation de ces choses-là, mais sachez que c'est dans cette direction-là qu'il faut aller et non pas dans une espèce de tentative d'uniformisation et surtout pas dans une espèce de volonté de dire « Ah ben si tu ne fais pas comme moi, alors tu ne fais plus partie d'Israël ». Voilà les quelques points que je voulais rappeler. Et pour conclure, avant de vous laisser la parole,
quand on se pose finalement la question de mais c'est quoi ce phénomène que l'on vit dans cette jeunesse israélienne qui découvre cette pensée-là? Eh bien, je pense que cette jeunesse-là, finalement, réalise, peut-être pour la première fois, qu'il y a quelqu'un qui, avant eux, a posé les questions, a posé ces questions, et qui a formulé des voies de réponse. Je ne dis pas que Manitou avait les réponses à tout, loin de là. Souvent, on me pose la question, mais est-ce qu'il ne s'est pas trompé? Si, ben, j'ai l'habitude de répondre qu'il y en a un seul sur Terre qui ne se trompe pas, il paraît qu'il s'appelle le pape. Mais bien sûr qu'il s'est trompé, tout le monde se trompe. Tout le monde fait des erreurs, mais il a montré une voie qui est une voie qui parle à ces jeunes, qui parle à cette génération, parce qu'il leur parle de leurs problèmes. Et il leur parle de leurs problèmes en des termes qu'ils peuvent comprendre. Voilà. Je pense que c'est ça la clé très, très simple finalement de cette découverte, parfois c'est même engouement, on peut dire, mais de cette découverte de cette pensée qui, pour ces jeunes et moins jeunes d'ailleurs, qui la découvre, renouvelle complètement le sens de qu'est-ce que c'est finalement la Torah pour nous aujourd'hui. Merci beaucoup, Raïm. C'était passionnant, comme d'habitude. Voilà, vous pouvez poser vos questions, chers amis. Bon, on passe à la deuxième question, comme tu as l'habitude de dire. Je vais te dire, tu parles d'une jeunesse, en fait, qui a des connaissances en philote, etc. Il y a une autre jeunesse en Israël. Il y a une autre jeunesse qui est très nombreuse. Je sais parce que j'y ai été prof. Et qui, ils n'ont pas ce problème d'identité que tu découvres. Ils n'ont pas la même définition de l'ivri dont tu parles. Pour eux, être ivri, ça peut être en Eretz Israël, à la limite parler hébreu, et c'est tout. D'accord? Et si c'est mieux d'aller aux États-Unis, alors on va aux États-Unis. C'est à ces gens-là, si tu veux, c'est ces gens-là, à mon avis, qui sont très difficiles à toucher, très difficiles à stimuler et très difficiles à, même si tu leur donnes une clé, ça va pas être dans leur serrure. En fait, toi, tu proposes une clé aux gens qui ont ta serrure. Non, Mais il y a d'autres non, serrures et d'autres clés. je pense que ces jeunes-là, finalement, ne sont pas si différents de ceux que tu dis qui ont des connaissances. Je pense qu'ils ont tous les mêmes questions existentielles. Et je pense qu'il faut tout simplement leur dire les choses telles qu'elles sont. Mais on ne leur a jamais dit. C'est-à-dire? On ne leur a jamais dit. Prends le cas de ceux que tu dis, appelons-les comme on les appelle, des chilonim, oui. D'ailleurs, j'en vois à la Mechina aussi. Hein. On leur a raconté une histoire. J'ai l'habitude de dire, la Guénénette leur a raconté une histoire qui n'a strictement rien à voir avec ce que la Torah nous dit. Alors qu'ils n'adhèrent pas à cette histoire-là, je peux comprendre. Il y a des histoires meilleures. Ou alors on leur a dit, la Torah, c'est un livre d'histoire. Il y a des livres d'histoire qui sont meilleurs. Ou alors on leur a dit, la Torah, c'est un livre de psychologie. Il y a des livres de psychologie bien meilleurs, etc. On leur a dit aussi, la Torah, c'est un livre de science. Tu lis le premier chapitre, tu as la description de la création du monde. Ça fait sourire. Ça fait sourire parce qu'on leur a parlé de tout sauf de la vraie Torah. C'est ça que disait Manitou. Et je pense que quand on dit ça et quand on leur montre, avec des exemples très simples, que c'est de ça dont qu'il est question de tout à fait autre chose, qu'il est question d'eux-mêmes. Quand on les confronte avec cette tradition-là, quand on les confronte avec le texte, et qu'on leur dit, mais lis ce qui est écrit, ne me lis pas ce que tu crois qui est écrit, eh bien, ils commencent à découvrir tout à fait autre chose. Et c'est ce que Manitou a fait toute sa vie.
À Orsay, il n'avait pas des gens, spécialement des gens sortis des yeshivot en face de lui. À Mayanot, il y avait des gens sortis des yeshivot en face de lui. Et c'est toute sa vie confronté à des gens qui, et du point de vue pédagogique, d'ailleurs, il faut souligner la chose. Il s'est toujours adressé avec ces gens-là avec un immense kavod. Par exemple, je sais il savait très bien que la plupart des gens savaient ni lire ni écrire un mot d'hébreu. Oui. Et bien pourtant, il faisait comme si. Eh bien c'est cette attitude-là qu'il faut avoir, c'est cette approche-là qu'il faut avoir. On va lire ensemble ce dont il est question et j'écoute tes interrogations. Mais sache, d'un autre côté, qu'il y a une tradition qui est la tradition de tes grands-parents. Le fait que tu sois israélien aujourd'hui, que tu parles hébreu et que tu habites à Herzliya, c'est pas par hasard. Et même si on t'a dit que c'est par hasard parce que tu as été expulsé de tel ou tel endroit et que finalement tu as atterri à tel ou tel endroit, en réalité, ce n'est pas un hasard. Il faut confronter les gens à la réalité, pas à une histoire qu'on leur a racontée. Je vais poser une question, s'il vous plaît, vous parliez de la question individuelle et de la recherche des jeunes, donc dans la recherche personnelle, qu'est-ce qu'on attend de moi? Comment est-ce qu'on connecte ça à ce qu'on attend de nous comme nation, enfin comme retour? Il y a la grande tchouva, donc le retour ici, la recherche identitaire, le repassage de juif à hébreu au niveau individuel, c'est une chose, mais comment est-ce qu'on connecte ça à une échelle un peu plus haute au niveau national, et pour redevenir un État hébreu et pas un État juif, et surtout retrouver le message de diffuser? Oui, je veux dire, aujourd'hui, on a un grand problème parce que suite à ce qui s'est passé au XXe siècle, on est revenu dans le temps de l'individu. Je pense que de chez de très nombreux jeunes, même s'ils ne le savent pas, leur pensée est une pensée nietzschéenne. Il y a le moi, il n'y a que le moi, et après le moi, il n'y a que le moi. Et tout ce qu'on leur a dit et ce qu'ils comprennent, ils ont compris, c'est qu'il y avait que le moi qui était au centre des choses. Donc, il faut d'abord s'occuper de ce problème-là avant, effectivement, de les reconnecter à quelque chose de plus grand. Mais il faut d'abord résoudre la première question. Sinon, comme Michel l'a dit avant, le milky est moins cher à Berlin, alors on va à Berlin. Est-ce que les tribus, excusez-moi, est-ce que les tribus, quand vous parliez des tribus, de remettre le langage des tribus, est-ce que l'individu doit se retrouver dans une des 12 tribus ou essayer d'intégrer les 12 tribus à lui pour ensuite… Non. Chacun fait partie d'une tribu. Et la manière d'être de Reuven, ce n'est pas la manière d'être de Shimon. Mais ça, on a l'air de le redécouvrir aujourd'hui. Mais je vous invite à regarder la Gemara dans le traité de Horayot à la page 5, et vous verrez que la Gemara déjà pose en son temps la question. Et c'est aussi une des grandes clés qu'il nous a données. C'est qu'on imagine très souvent que les problèmes actuels sont des problèmes dont personne n'a jamais parlé. Alors qu'en réalité, on retrouve ces mêmes problèmes-là, soit dans la Torah elle-même, soit dans la Gemara. Ça veut dire qu'ils ont déjà été discutés. Alors, il faut proposer les perspectives de solutions qui ont déjà été envisagées et les confronter à la réalité. Et dans cette confrontation-là, ce n'est pas une confrontation de moi je te dis que et toi tu fais, mais c'est ensemble nous nous confrontons à ces perspectives-là et nous voyons maintenant concrètement qu'est-ce qu'il faut faire. Mais ce n'est pas comme ça qu'on a expliqué les choses aux jeunes pendant des années. On leur a donné un principe d'autorité. Ils n'en veulent pas. Le problème, c'est qu'on ne leur a pas expliqué. Le problème, vous dites que Manitou, à tous ceux qui, à Mahayanot et à Orsay, ce n'étaient pas des religieux, et il a expliqué à tout le monde, mais c'est des gens qui sont venus pour apprendre, pour voir. Alors on leur a montré. Mais maintenant, les gens,
ils ne savent rien, ils sont bourgs, ils ne savent rien en religion et ils sont sûrs de tout savoir mieux que tout le monde. Mais Ils non, ne viennent mais pas non, poser des questions. mais non, non. D'abord, Manitou et les gens d'Orsay, il a été les chercher pour la plupart. Ils ne sont pas venus de leur propre initiative parce que beaucoup de Mayanotes aussi. Ça, c'est pour le point de vue historique. Mais posez-vous la question de savoir pourquoi ces jeunes-là ne posent pas de questions. La réponse est simple. On a réussi deux choses. Un, à supprimer toute curiosité. Et deux, on leur a expliqué pendant des années qu'il ne fallait surtout pas poser de questions. Alors pourquoi voulez-vous qu'ils en posent aujourd'hui? Pendant 12 ans, dans le système éducatif israélien, c'est les deux choses qu'on leur a appris. On leur a appris que la religion, c'était de la connerie, oui. Non, non, Si. non. On leur a appris à ne pas être curieux, à ne pas poser de questions. C'est ça le problème fondamental. Et c'est vrai de l'enseignement du Mamlarti Dati ou du Mamlarti. Non, ils ont une curiosité autre. Ils n'ont Oui. pas la curiosité de la recherche de l'identité. Mais s'ils l'ont, Non, bon. mais s'ils l'ont, Chaim, gratte un peu et tu verras qu'ils vont te Je dire, t'assure, j'ai gratté pendant, j'ai gratté pendant 27 ans. je vais te dire comment ils formulent leurs questions. Oui? Dis-moi pourquoi dans 6 mois je dois aller à l'armée? Ce n'est pas une question identitaire? Dis-moi pourquoi dans 6 mois je dois faire les mifranim pour les sayarot. Pourquoi je dois, alors qu'il y a des planqués qui vont aller autre part? C'est une question identitaire, bien évidemment. Il faut juste gratter un peu derrière. Chaim, on peut quand même dire, et je crois que tu l'as écrit dans le livre que je suis en train de lire, dans le 9e tome, que l'époque où Manitou vivait, justement de ce passage d'Algérie à France, de la France en Israël, c'était une époque où cette recherche d'identité, de savoir est-ce que je suis juif, français, algérien, israélien, hébreu, était beaucoup plus présent dans la jeune génération. Alors Non. qu'aujourd'hui, un Israélien qui est né en Israël, naturellement, c'est Mouvan Melav pour lui. Il a beaucoup, ces questions arrivent beaucoup moins à son conscient. Si c'était comme on veut dire, et certains veulent le dire, c'est Mouvan Me'elav, Manitou serait mort et enterré. C'est exactement la preuve que c'est le contraire. Même si certains veulent faire semblant de croire qu'il n'y a pas de question identitaire dans la jeunesse aujourd'hui. Il n'y a que ça. Et il y a une extrême solitude à ce niveau-là, puisque personne ne leur n'a jamais vraiment posé la question et n'a jamais été prêt à débattre avec eux de cette question-là. Moi, je voudrais poser une question au niveau de l'unification. Quand Manitou dit qu'on doit au fur et à mesure avancer pour essayer de s'unir alors qu'on vient tous de mondes différents avec des minagim différents. Et j'ai un peu l'impression qu'actuellement, au lieu d'unification, on va plus vers une dispersion. Je prends l'exemple de la cache-route, par exemple. Quand je vois la cache-route de la Rabbanout, quand je vois la cache-route de Tsoa, quand je vois Beth Yosef, quand je vois… Et cette dispersion, je veux dire, comment est-ce qu'on peut arriver à une unification alors que chaque rabbin est en train de tirer un peu dans des directions différentes? Comment est-ce que nous, on peut se situer par rapport à ça et comment est-ce qu'on peut arriver à s'unir? Je donnerai la réponse de Manitou lui-même. La cache-route cache la route? Non, en dehors de la cache-route cache la route. Non, il l'a dit lui-même. Le problème n'est pas de savoir si un tel a son minag et donc il va vouloir tel shrita, etc. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est est-ce que, sachant que moi j'ai mon minag, lui a son minag, est-ce que je mange chez lui, est-ce que lui mange chez moi? Parce que dans les deux cas, c'est cachère, disait Manitou. Comprenez la subtilité de la chose? Alors, où est l'unification?
Ben, l'unification, c'est que tout le monde mange chez tout le monde, même s'il y a des coutumes différentes. Parce que c'est cachère dans tous les cas. On n'est pas dans le cas où il y en a un et c'est taref et l'autre c'est cachère. Il y en a un chez qui il a tel khumra et l'autre il a tel minag. Eh bien oui, bon, d'accord. Al-Pi et Karadine, c'est cachère. Or, le problème aujourd'hui, je suis d'accord avec toi, le problème aujourd'hui, c'est qu'il y en a qui disent « Ah ben si c'est pas comme ça, c'est pas cachère ». C'est là que ça devient problématique, parce qu'on ne sait plus faire la distinction entre Ikaradine, Khumra, Minag, etc., etc. Le grand problème de l'humanité, c'est la fraternité. C'est d'abord ce que disait Manitou, vous l'avez tous entendu dire, qu'il y a 4 parties dans le Shulchan Aruch et les gens ont oublié la 5e qui est la première. Kvod Adam. Voilà, donc quand on oublie ça, effectivement, tous les dérapages existent, et puis après, on tombe dans le grand n'importe quoi. Enfin, la Gemara elle-même, Bet Hillel, Bet Shammai, oui. C'est 2 mondes différents. Ah, pourquoi la halacha est comme Bet Hillel? La Gemara explique la halacha est pour Bet Hillel parce que quand ils citaient leur opinion, d'abord ils citaient l'opinion de Bet Shammai. C'est-à-dire qu'ils étaient capables d'expliquer en quoi Bet Shammai avait raison. Si ça se perd, alors on est dans 2 mondes parallèles, etc. Donc il faut bien faire attention à ce niveau-là, surtout sur toutes ces questions-là. Encore une fois, on ne cherche pas l'uniformisation, on cherche l'unité. L'unité, c'est quelque chose qui dépasse les différences au niveau sociologique. Alors, sociologique, dans ce cas-là, c'est moi j'ai tel minag et moi j'ai tel minag. Bon, il y en a qui attendent 5 heures, il y en a qui attendent 6 heures, il y en a qui attendent 3 heures, il y en a qui attendent 1 heure. Ce sont des minagim. Celui qui attend 1 heure, il n'est pas moins juif que celui qui attend 6 heures. Même si aujourd'hui, certains auraient tendance à dire cela. Et comme le dit la Gemara elle-même, et Bet Hillel et Bet Shammai se mariaient entre eux. Voilà, c'est ça. Donc, il n'y a rien de nouveau à ce niveau-là, vous voyez. Vous êtes optimiste et j'espère que vous avez raison. Parce que moi, je lis sur des réseaux sociaux, qui est-ce qui peut me prêter une échelle pour aller couper le troum et des trucs comme ça. Oh, mais des gens Il y a énormément d'anti et tous ces anti, ils sont sûrs qu'ils savent mieux que tout le monde. Oui, ça bien évidemment, mais des gens malades, il y en a, de tout temps. Ils ne sont pas malades, ils sont sûrs de leur bon droit. Mais ils sont pas. Mais pourquoi ils sont malades? Pourquoi ils sont malades? Parce qu'ils sont malades. Parce qu'ils ont oublié les choses de base. Ils n'ont pas oublié, on leur a enseigné autrement, ils ont grandi autrement et ils refusent d'apprendre autre chose. Bon, eh ben, tu vois, alors, je suis d'accord pour dire que je suis optimiste ce soir. C'est tout. Mais encore une fois, on se rend compte très souvent. Il y a une chose qui est très facile, c'est de dire tout est interdit. Beaucoup plus difficile de dire c'est permis. Bon, alors ces gens-là, pour telle ou telle raison, ils ont tendance à dire tout est interdit. Bon, mais c'est une maladie. Elle parle de l'autre catégorie qui dit que tout est permis. Et que ceux qui disent que c'est interdit, ce sont des gens primaires. Bon, et il y en a beaucoup, Chaim, on peut pas se... Mais il y en a énormément, mais là aussi, on va pas réparer tout ce qui est un peu détraqué en 5 minutes. C'est un processus qui prend du temps. Comme on disait Manitou, nous sommes tous revenus malades de la galoute. Tous. Donc ça prend du temps.
Et les minagim sont très liés à la galoute. C'est ce qui a préservé les gens en galoute. Mais maintenant qu'on est ici, les enfants se marient dans toutes les dots et dans toutes les shvatim, comment on va pouvoir garder des minagim spécifiques? J'arrive pas à comprendre. Comment on va garder? Eh ben, laisser aux enfants le soin de s'arranger entre eux. Nous, notre rôle, c'est de ramener les minagim. Alors, on les a ramenés. Après, ils s'arrangeront entre eux. Un petit exemple. Un petit exemple, allez. Eh bien, Mahane Yehuda, Les kitniot à Pessah. Allons-y. Allez. et comment appelle-t-on ça, le Mahane Yehuda hier? Et bien sûr, il y a les Soufganiotes qui sont déjà là. Alors, ils sont là avec de la confiture ou avec ceci et avec cela. Mais depuis 2 ou 3 ans, il y a aussi comment on appelle ça, une corbeille avec des sphinges, comme on dit. Les bons bénis marocains, ils sont déjà là maintenant. Yemot HaMashiach. Voilà, si Non, je peux dire. Mais c'est vrai, on en rigole, il vaut mieux d'ailleurs. Mais par exemple, non, très sérieusement, quand on parle de comment ça s'appelle, Kitniot à Pessah, c'est l'exemple même. Laissez les enfants se débrouiller eux-mêmes. Ça ne veut pas dire pour autant que je vais manger, moi, des Kitniot à Pessah. Oui, c'est tout. Mais il y a un retour au minagim depuis. Oui, mais c'est très bien aussi. Ils n'arrêtent pas à l'Institut Ben Zvi de faire des conférences sur ce qu'ils appellent Masoratiout, Oui, mais c'est dingue, à tous les niveaux. Non, à mon sens, c'est un très bon signe parce que effectivement, il y a énormément de ces jeunes-là qui ont complètement été coupés pour telle ou telle raison de tout ce que les grands-pères avaient ramené. Et puis aujourd'hui, il leur manque quelque chose. Mais encore une fois, c'est une quête identitaire. Oui. Donc, c'est bien la preuve que la question identitaire est partout. Absolument. Voilà, c'est tout. Les gens sentent. Il y a une personne qui a soif. En fait, ça fait longtemps qu'il n'a pas bu, mais il commence à avoir soif. Aujourd'hui, beaucoup dans la jeunesse, ils commencent à essayer d'aller à droite, aller à gauche. Il n'y a qu'à voir le scandale qu'il y a eu dernièrement avec ce jeune garçon de 16 ans qui, dans son école, avait mis une table avec des téphilines. Il ne paraissait pas du tout ni Habban ni rien du tout. Il avait apporté ça parce qu'il y avait beaucoup de gens Masorati. Une fois, je suis allé dans une école pour faire de la surveillance de baccalauréat. C'était une école hilonite. C'était super sympathique de voir des morim. J'aime pas utiliser ce terme, mais c'est juste pour renforcer un petit peu. Et la moitié des élèves embrassaient la mezouza en rentrant dans la classe. Mais bien sûr. C'est tout. Laissez-les tranquilles. C'est tout. Et mais un jour, il n'y aura plus cette définition de Hiloni ou pas Hiloni. Exactement. Et ça fait partie d'ailleurs de la maladie dont parlait Manitou, qu'on a ramené de la galoute. Toutes ces catégorisations-là. On veut faire rentrer chaque personne dans une case. Comme ça, il est bien enfermé dans sa case et puis le problème, il est réglé. Oui. Mais c'est ça la maladie. Oui. Mais il y a beaucoup de gens qui font ça. Il y a beaucoup de jeunes qui font ça. Oui, pardon. Il y a beaucoup de jeunes qui font ça très, très sérieusement. Une fois, j'étais chez le rabbin. Je crois que même j'étais chez le Ravadi ou le Rav Bergel aussi. C'était veille de Pessah. Et on était après un mariage. Et c'était un Ashkénaz qui avait épousé une séfarade ou une séfarade d'un Ashkénaz. Et boum, le problème veille de Pessah s'est posé avec les kitniot. Bien sûr. Il m'a dit tous les jours, je fais des dizaines de Atarat Nedarim. Mais bien sûr. Est-ce qu'on ne doit pas faire dans le processus du retour ou de la quête identitaire aussi faire un birour, entre autres des minagim? Un ami qui me parlait d'une tradition qu'il avait vue chez sa femme, ils enlevaient les ailes du poulet quand il était fait au four et il ne comprenait pas. Alors lui, il était curieux, il a quand même demandé pourquoi et personne ne savait répondre jusqu'à ce qu'il y ait une vieille cousine qui disait oui, c'est parce que les arrière-grands-parents, le four était trop petit. Donc, est-ce qu'on peut faire un zikouk? Est-ce qu'on peut faire un zikouk des minagim peut-être et commencer à réfléchir à la pertinence aujourd'hui de certains des minagim? Mais bien sûr, mais il y a une histoire connue chez la Chassidut Gour. La veille de Pessah, puisqu'on parle de Pessah, il y a un chassid qui arrive chez le rabbi, il a une question très importante à lui poser. Et puis il voit que le rabbi a mis un balai à côté de la porte, du côté droit, donc du côté de la mezouza. Il rentre chez lui, il dit à sa femme, prends le balai, tu le mets du côté droit de la porte. Comme ça, j'ai vu chez le rebbe.
Et puis, de fil en aiguille, tout le monde a mis un balai du côté droit de la porte, sans jamais poser la question au Rebbe, mais pourquoi tu as mis le balai, jusqu'à ce moment où il y a un de ses proches qui lui pose la question, il lui dit, voilà, j'ai vu chez un tel, chez un tel, chez un tel. Ils disent que c'est toi qui as dit. Il dit, moi, j'ai jamais rien dit, j'étais en train, quand il est venu me poser la question, j'ai posé le balai pour lui répondre, c'est tout. Non, mais c'est comme ça, parfois que ça commence. Alors, effectivement, il faut effectivement aussi faire ce travail-là. Minag Shtut, ça existe, plus qu'on en croit. Il y a quand même des minhagim qui ont des origines. Bien sûr, il y a Minag est plus fort que la halacha, si c'est un vrai Sur minag. des minhag Israël din, on disait au Maroc. Comme Mais ça. bien sûr, c'est la Gemara noir sur blanc, Minag Israël, halacha. Oui. Oui, mais à condition que ce soit un vrai minag. Oui. Voilà, bon, des problèmes, il y en a encore beaucoup, mais encore une fois, je pense qu'on est aujourd'hui dans une période où, avec beaucoup de retard par rapport à ce qui s'est passé dans la société juive française après la guerre, la société israélienne a découvert, il y a une dizaine d'années, la question identitaire dans tous ses aspects. La formule au niveau de l'individu, la formule au niveau des différentes parties, des différentes communautés et de la société dans son ensemble. Et il y a cette quête de perspective de réponse. Et jusqu'à présent, je parle encore une fois surtout des jeunes, les réponses qu'on a voulu leur donner, leur faire passer, ne les satisfont pas. Et c'est là qu'on a commencé à voir cette découverte de la pensée de Manitou. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Je veux dire, en 10 ans, il y a 10 ans, quand sortait un livre de Manitou, pour en vendre 200 ou 300, c'était la croix et la bannière. Aujourd'hui, il y a un nouveau livre qui sort, l'éditeur, au bout d'un mois, il doit réimprimer. C'est épuisé. Ça veut dire quelque chose quand même. Les gens n'achètent pas des livres pour leur plaisir. Ils les achètent pour les lire. Il y a aussi des pressions extérieures, je pense, de tout ce qui se passe sur la planète. Il y a aussi le corona qui a donné une certaine rida à tous ces zooms qui ont été faits. Oui, tout. Enfin, je veux dire, je pense que on n'est qu'au début finalement. On n'est qu'au début du phénomène. C'est mon opinion. Eh bien, il faut un début à tout. Hein. Oui. On a passé le point du début. Oui. Voilà. Sinon, comme l'a dit Bella au début, on se serait retrouvé à 300 à Binyan Aouma et certainement pas avec des gens qui couraient d'une salle à une salle pour écouter, je ne parle pas du soir, dans l'après-midi, pour écouter telle ou telle conférence. Ça veut dire quelque chose quand même. L'univers a horreur du vide. Oui, et c'est pour ça que si on ne continue pas ce travail-là de manière très, très volontaire, eh bien, à la place, il y aura d'autres choses et qui seront, à mon sens, en tous les cas, décevants et qui ne mèneront pas loin. Voilà. D'autres questions? Merci beaucoup, Chaim Eska. Dernière intervention. Moi, je veux bien raconter une histoire. J'ai une copine, elle était professeure dans une école non religieuse. Moi, j'ai l'impression que tous ceux qui sont là, ils n'ont que des gens religieux autour. Hein. J'ai des gens non. Non, bon, très bien. Et
elle a demandé, elle a appris avec eux sur le Tanakh, le passage avec le Shema Israël. Elle leur a dit, ceux qui l'apprendront par cœur auront un point bonus, une note bonus. Elle a été appelée au bureau du directeur qui lui a dit que tous les parents se plaignaient et que tous les parents demandaient de la renvoyer. Oui, alors? Qui a raison? Qui a raison? Moi, je parle de lentilles. Je trouve qu'il y a beaucoup de lentilles ici en Israël. Alors, je vais vous dire que le Rambam dit exactement ce que le directeur de l'école a dit. Quand un enfant a 5-6 ans, alors pour le faire apprendre, on lui donne un bonbon. Mais quand il est arrivé à l'âge de raison, on arrête de donner un bonbon. Alors, il faut réfléchir. On n'achète pas les gens en leur donnant un bonbon. À l'école, si. Ah non, c'est une erreur. On achète les gens en leur éveillant leur curiosité, qui va les amener à poser les vraies questions. Et ce verset-là que tu veux nous faire apprendre, qu'est-ce qu'il vient nous dire à nous aujourd'hui? Enseigne-nous ça. C'est une approche différente. Merci beaucoup. Toda Rabba Chaim. Merci Bientôt. pour vos questions. Shabbat shalom à vous tous. Shabbat